Merci beaucoup. Donc, c'est la première fois que j'interviens à l'espace éthique. Donc, soyez indulgents. Quelques notions sur ma présentation, en tout cas quelques remarques formelles. La première, c'est que vous pouvez intervenir quand vous voulez, parce que la présentation risque d'être un peu longue. Donc, si vous avez des questions, ça ne me gêne pas de voir des mains levées et y répondre. Parce que je connais mes défauts, et l'un de mes défauts, c'est que je parle seul et que parfois, je ne suis pas très très clair. Donc j'ai essayé de faire une présentation claire, mais parler sans question reste assez compliqué. Je laisserai de toute manière un temps à la fin de la présentation pour vos questions, et généralement c'est le plus intéressant. Comme on a déjà perdu une demi-heure, je vais essayer d'aller vite. Donc voilà, j'ai été présenté, mais je vais aller un peu plus dans le détail. Donc, je suis le DRH de l'hôpital Necker. Et pour vous résumer, mon parcours, il est très court. J'ai fait 3 ans de finance, contrôle de gestion au CHU de Lyon et presque 4 ans achat logistique à l'hôpital Necker. Donc là, je viens d'en sortir et j'ai pris les ressources humaines à partir du 1er septembre. J'ai mis les références, c'est pour mon narcissisme. Alors, la présentation, comme je vous l'ai dit, elle est un peu dense parce qu'on a le temps et qu'on peut aborder des questions pragmatiques. En fait, mon intervention, elle est entre la philosophie, la sociologie et l'administration hospitalière. Donc, je vous en prie. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a des places devant, mais ok, c'est parfait. Donc ma présentation va lier des aspects théoriques qui pour moi sont fondamentaux pour la compréhension de ce qu'est l'hôpital public et des aspects pratiques pour essayer de dessiner des modalités quotidiennes pour, entre guillemets, pour s'en sortir. Donc je vais présenter les principales problématiques. Mon objectif, c'est de répondre à certaines questions. Qu'est-ce qu'un hôpital public ? Pourquoi on ressent une évolution de l'hôpital actuellement ? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot sur le malaise actuel ? On essaiera de définir ce qu'est le libéralisme, théoriquement, et comment on le rencontre à l'hôpital public. On essaiera de répondre à la question qui n'est, je crois, que vaguement abordée dans la présentation, mais c'est la question de fond. Mine de rien, c'est pourquoi on nous demande de faire de l'efficience. Et est-ce qu'on est obligé de le faire ? Est-ce que l'économie est la seule manière d'orienter les établissements de santé actuellement, etc., etc., qui sont pour moi des questions fondamentales pour n'importe quel soignant. Donc une fois que j'ai posé ma présentation, le sommaire, il est assez simple. Je vais vous faire une introduction libre sur l'actualité et le libéralisme. Et en fait, je vais revenir à des fondements théoriques. Ces fondements théoriques, vous les avez certainement vus. Alors, ça sera peut-être des redites, ou alors vous les découvrez, mais je ne pense pas. Donc, je rentrerai dans ce qu'on appelle purement de la science administrative. Qu'est-ce qu'une administration ? Pourquoi l'hôpital public est une administration publique, du coup ? Qu'est-ce qu'on appelle bureaucratie ? Une thématique très importante. Et après, je passerai à l'actualité. Qu'est-ce qu'une technique de gestion ? Pourquoi les sciences de gestion gouvernent l'hôpital public ? Et pourquoi, pour moi, en fait, on peut considérer les pratiques gestionnaires, celles qui sont mises en œuvre par les directeurs, les cadres et les soignants, on peut les considérer comme un objet de pensée et on peut trouver des solutions pour soit les critiquer, soit les détourner. Voilà, c'est l'enjeu de la présentation. Alors, j'imaginais pas être filmé, donc mon propos restera libre, ça restera à l'espace éthique. Mais la question, c'est de quoi parle-t-on encore à l'hôpital ? Et surtout, est-ce qu'il y a encore des espaces de liberté ? Puisque le sentiment principal, c'est le fruit de mon introduction, le sentiment principal, c'est que la liberté se réduit à l'hôpital. Et ce sentiment-là est généralement compensé par l'impression qu'on parle de plus en plus de liberté pour les individus, les agents, les libertés de gestion, cette espèce de modernité qu'on nous présente en permanence comme permettant une forme de souplesse. Donc mon introduction, c'est
J'ai fait visuel, hein, vous avez vu, c'est plutôt simple. En fait, mon propos, c'est de vous mettre un peu en avant l'omniprésence du mot liberté. Alors, je ne vais pas tout commenter, puis ça serait se moquer de certains candidats malheureux à la présidentielle, mais la thématique de la libération, vous la retrouvez partout. Et cette thématique de la libération, elle doit nous interroger. Vous entendez les responsables politiques parler en permanence de libérer les forces productives. Libérer veut dire réformer, réformer veut dire desserrer les contraintes. Et c'est ce discours-là, vous allez le rencontrer à l'hôpital public. Mais vous avez des libérations qui sont induites par des populations elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'avais mis la référence au mouvement féministe, puisque mine de rien, c'est à peu près le seul topo sur cette diapo qui est juste. C'est ne me libère pas, je m'en charge. C'est-à-dire à partir de quel moment la libération vient des individus eux-mêmes et non pas d'une instance régulatrice ou d'une direction ou d'un pouvoir public qui impose de libérer. On verra évidemment que libérer, ça veut souvent dire dans un sens desserrer les contraintes, fluidifier le droit social, réduire le champ du droit du travail, enfin, c'est ce qu'on entend régulièrement, mais qu'il y avait une autre forme de libération qui est induite par les agents elles-mêmes, ou par les individus si vous voulez, et qui généralement ne va pas vraiment dans le sens ou de l'industrie, ou du pouvoir politique, ou de l'hôpital en règle générale. Donc c'est pour ça que j'avais résumé « Libérez-vous, c'est un ordre », parce qu'évidemment, la libération comme ordre est une contradiction dans les termes. Mais vous verrez que cette contradiction, c'est ce qui porte une forme de malaise actuelle à l'hôpital public. Pas de questions. Je continue. Alors, ça, c'est encore une fois le topo introductif. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a ce sentiment de liberté qui est contradictoire, puisqu'on nous parle de liberté en permanence, et dans les faits, ce qui remonte du terrain, alors du coup je vous parle de l'hôpital public, hein, je ne changerai pas de sujet, ce qui vous remonte du terrain, c'est l'impression d'être rigide, d'avoir des règles trop dures, et en fait, il y a une forme d'injonction qui incite à l'urgence, et rien n'avance. Moi, c'est le sentiment qui me remonte le plus quotidiennement. Ce qui veut quand même dire que vous avez une ambivalence permanente entre deux tensions. Ne prenez pas en photo les diapos, apparemment ça va vous être distribué. Donc détendez-vous. Et bien alors justement, je vous le promets. En fait, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça vous sera distribué. Donc ne vous inquiétez pas. En plus, le cours est enregistré, donc mis à part si le monsieur se fait plaisir, je pense que ça sera diffusé quelque part. Donc en fait, vous avez deux tendances. Une tendance qui va vers la liberté. Donc c'est ce que j'évoquais. Vous avez la souplesse de gestion. Alors ça, je parle du point de vue strictement administratif. Donc on vous dit oui, c'est plus facile de gérer en mettant des CDD dans un service, par exemple, ce qu'on entend couramment, puisqu'on peut les mettre dehors au moindre problème. Vous avez un système de délégation dans les pôles qui permet normalement de dégager des marges de manœuvre pour les chefs de service, les soignants, les cadres paramédicaux. Et vous avez le développement de phénomènes d'intéressement. Tout ça fait que le modèle gestionnaire de l'hôpital passe d'un modèle administratif qu'on verra tout à l'heure à un modèle qui est censé être plus libéral. Libéral au sens économique du terme, où chaque strate a sa marge de manœuvre. Vous avez un discours autour de l'autonomie et de l'épanouissement personnel qui fait aussi partie d'une tendance libérale, puisque désormais vous êtes des individus qui devaient vous épanouir strictement à l'hôpital ou sur votre métier. Donc on vous dit de plus en plus que vous conciliez vie professionnelle et vie personnelle, et que si vous n'êtes pas épanoui, c'est qu'il y a un souci. On parle de plus en plus d'autonomie, ce qui est le même discours. Vous devez être autonome sur votre poste, être responsable, etc., etc., etc. Les outils numériques sont censés moderniser votre pratique quotidienne. C'est une forme de libéralisme. J'en ai déjà parlé sur les considérations des problématiques personnelles qui rentrent à l'intérieur de l'hôpital pour vous laisser plus de souplesse, pour vous organiser entre votre vie privée et votre vie publique. L'activité libérale en tant que telle,
l'une des réponses à que reste-t-il de libre à l'hôpital, l'activité libérale de certains médecins, le cumul d'activités, les temps partiels, en fait tous les modes de travail qui vous permettent de développer un mode de vie plus hybride que le simple statut de fonctionnaire à l'hôpital. Et vous avez son sentiment contraire. Le sentiment contraire, c'est cette injonction à être en permanence efficace, qui découle de la technique, mais ça on le verra plus tard sur la présentation. Et vous avez l'ensemble des procédures qui enferment la pratique soignante. Donc mine de rien, plus on vous demande d'être libre, plus on vous colle une procédure, une certif, un protocole à respecter, des règles, etc., etc. Donc ça ne va pas dans le sens de la libération. Vous avez un discours économique, ça je vous rappelle que c'est la problématique cachée de ma présentation, le discours économique qui réduit en fait la plupart de vos interventions à ne réfléchir que à l'efficacité économique de votre geste. Et vous avez une forme d'imprévisible qui, sous couvert de hasard et de spontanéité, de liberté, entre guillemets, en fait l'imprévisible fait que tous les jours vous ne savez pas, alors quand vous êtes soignant, où les effectifs sont affectés, il faut être polyvalent et la multiplication de l'absentéisme fait que, mine de rien, vous avez une liberté contrainte, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnel sur certains services et vous ne savez pas où vous êtes affecté le lendemain matin, qui sera présent parce que les arrêts se multiplient dans la nuit, etc. etc. Ce sentiment-là fait que vous êtes plutôt piégé par l'organisation de travail plutôt que émancipé. C'était la présentation générale. Est-ce que pour le moment ça va? Vous n'avez pas de questions sur la présentation? Donc c'est ça qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Ouais. Ouais. Cette injonction paradoxale, c'est ce qui à divers niveaux. Elle commence par la parole. Effectivement, on appelle. Donc, il y a un problème au niveau du tout le monde sait très vite que quand on va à une commission, même si on prend des représentants de toutes les personnes qui sont censées garantir la démocratie et la parole partagée et l'écoute, on sait sciemment que le bon travail de la commission est déjà fait avant que la commission ne commence. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, on participe à cette réunion, on ne tient absolument pas compte de ce qui s'est dit, même si pendant la réunion, on fait un compte rendu sur lequel il y a notre nom. Donc en fait, on va cautionner quelque chose à laquelle on n'a absolument pas participé. À ce niveau-là, on a deux solutions. Soit on ne participe plus, et la commission, on dit je ne cautionne pas, et dans ce cas-là, on s'exclut du système. Soit alors on continue, mais on continue de toute façon à être manipulé totalement. Et si jamais on dit non, mais ce n'est pas possible, vous voyez bien que vous étiez d'accord. Et ça, c'est terrible. Alors, il y a l'une des thématiques ce matin qui est importante, c'est ce respect du formalisme où la feuille de présence, par exemple, à une réunion est plus importante que le contenu. Ça fonctionne très bien puisque il y a énormément d'autorités qui demandent mais prouvez-moi que ça a eu lieu et vous envoyez la feuille de présence. Je pense au COFRAC, par exemple, l'accréditation des laboratoires qui a un excès de formalisme assez hallucinant, sous couvert de gestion des risques. Je ne remets pas ça en cause, mais moi j'ai vu que les cadres étaient plus stressés par le fait qu'un directeur soit présent ou que tel médecin, tel biologiste soit présent, parce que sur la feuille de présence, il allait pouvoir mettre son nom et signer, et on allait enfin pouvoir l'envoyer aux autorités pour être rassuré, plutôt que ce qui allait être véritablement être mis en place sur les laboratoires. Et cet excès de formalisme, il est intéressant parce qu'on le retrouve beaucoup à l'hôpital. Vous devez respecter la forme. Mais en fait, le fond importe moins. Je ne dis pas qu'il n'importe pas, mais il importe moins. Et la certification est une forme de caricature. Et en fait, le respect de la forme entraîne un travail de contrôle énorme, juste pour respecter la forme. Vous envoyez énormément de tableaux, faites des cartographies de risques qui sont... moi, j'ai passé des mois à faire des cartographies de risques, je ne sais pas qui les a lus, mais c'est certainement quelqu'un qui s'amuse le soir. Mais vraiment, ça prend un temps fou, une surcouche administrative, et je ne sais pas si c'est nécessaire. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire.
Je pose la question. C'est forcément nécessaire à quelqu'un. Mais tout comme les indicateurs chiffrés qu'on envoie aux autorités de tutelle. C'est la question du suivi des indicateurs plutôt que de l'activité elle-même ou d'autres critères, c'est devenu fondamental parce que vous avez une question d'affichage qui est une question de marque quasiment. Voilà, c'est la question qu'on pose généralement. C'est la marque de l'établissement, la certification en A, B jusqu'à E. Et devient plus importante que la qualité des soins, mais parce qu'on a l'impression que la marque, en fait, dit quelque chose de la qualité. C'est comme les marques de chaussures, quoi. Est-ce qu'une Nike, pour citer une marque qui a beaucoup de problèmes en ce moment, définit la qualité de la chaussure? On ne sait pas. L'essentiel, c'est que la marque parle à quelqu'un. Mais là, c'est un peu la même logique, qui est une logique qui est formelle. Je suis d'accord. C'est l'un des soucis de ce matin. C'est bon? Alors, on va revenir à quelque chose... C'est assez scolaire, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire « Monsieur, je connais, je m'ennuie, c'est l'enfer ». Pour moi, c'est pourtant important parce que, voilà, pour vous faire un topo général, ce qu'on vit comme rupture, je pense, mais ce qu'on vit comme rupture, c'est le passage d'un modèle purement administratif de l'hôpital, ça vous l'avez déjà lu, à un modèle plus entrepreneurial. Alors, c'est la caricature du passage de l'hôpital public à l'hôpital entreprise. Mais au-delà de décrire ce que ça change concrètement sur les modes de gestion ou sur les pratiques soignantes, on fera un approfondissement plus de sciences humaines, mettons, ou de philosophie, mais je ne veux pas vous faire partir. Donc je vous rappelle, l'administration comme modèle bureaucratique, c'est la définition que vous retrouvez chez Max Weber, le sociologue que tout le monde connaît. Si quelqu'un ne connaît pas, je prends. Il n'y a pas de, je réexplique. Dans l'administration classique telle qu'elle s'est développée il y a quelques siècles, vous avez une structure qui est considérée comme étant hiérarchique, classique de l'hôpital public. Donc vous avez des fonctions hiérarchiques. Les places sont bien définies à l'intérieur de l'hôpital. Le directeur, l'agent de base, CAP, les grades, les corps, etc., etc. Ce qui est intéressant à l'hôpital public, c'est que vous avez une hiérarchie qui est parallèle dans les soins. Les médecins se distinguent par une hiérarchie qui est extrêmement codifiée. Donc vous avez ces deux hiérarchies qui fonctionnent parallèlement. Vous avez un principe d'égalité. Alors ce principe d'égalité, il est très fort dans l'administration et il est remis en cause. C'est l'un des basculements qu'on verra un peu plus loin. Chacun est traité de la même manière. Les carrières augmentent avec le temps. Vous avez peu de moyens de rétribuer quelqu'un d'efficace par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas, mis à part jouer sur la notation, mais c'est quand même à la marge. Donc vous avez ce traitement égalitaire qui est censé assurer une forme de paix sociale. C'était dans la théorie. Alors l'objectivité qui en découle, c'est que a priori, les dispositions personnelles des fonctionnaires ne comptent pas. C'est ce qu'on voit dans les codes de déontologie ou dans les règlements qui régissent la fonction publique. C'est que vos opinions personnelles, vous devez les laisser à l'entrée de l'hôpital. Le fonctionnaire se soumet aux règles de l'administration, un classique, mais encore une fois, quand vous êtes fonctionnaire, vous avez des droits et des obligations qui sont très importants. La communication est verticale, du haut vers le bas, un classique de l'administration. Et vous avez une forme de bureaucratie qui, d'une manière caricaturale, se passe plutôt par l'écrit. Les rapports, les formulaires, les conventions, etc. etc. Et pour moi, votre question, elle rejoint juste ce point-là, c'est qu'on a une culture administrative de l'écrit qui est très formaliste et qui, du coup, se voit dans la production de rapports, dans la production de dossiers, dans les règles qui sont imperceptibles pour la plupart des agents et qui perdurent encore maintenant. Ce formalisme-là devient un peu spéculatif par rapport à la réalité. Voilà la définition du modèle bureaucratique. Généralement, ça pose pas de soucis. Alors, vous avez quand même un mode de gestion dans la bureaucratie ou dans le modèle administratif classique.
Alors, qui se définit par la division du travail, hein. L'agent a sa fiche. Alors, rappelez-vous la fiche de poste, l'importance de la fiche de poste à l'hôpital public. Donc, chacun a sa fiche de poste. Donc, vous avez une division du travail. La division du travail fait que vous êtes hyper spécialisé et que dans une carrière classique, vous avez votre métier, vous ne bougez pas, sauf par les quelques règles du passage du bas vers le haut par les concours. Vous avez un contrôle strict, mais ça fonctionne aussi dans l'administration privée. Alors, les individus ne sont pas propriétaires de leur outil de production. Je vous le rappelle parce que dans un modèle capitalistique plus général, vous trouvez souvent des individus qui sont propriétaires de leur outil de production. C'est une réflexion qu'on aura à la fin de la présentation, mais voilà, le fonctionnaire n'est pas chez lui, il vient à son travail, mais il ne possède pas, même si c'est financé par l'argent public, il ne possède pas son outil de production. Ça reste important, parce que dans certaines cliniques, on développe de plus en plus de participation. Donc l'emploi est défini par la compétence, donc je vous rappelle le métier, vous rappelez l'actualisation du répertoire des métiers, le truc qui traîne depuis des années, mais c'est ça en fait, c'est le grade, le métier, le corps et la fiche de poste, comme ça tout est bien marqué quelque part, et généralement quand vous demandez à un agent de faire autre chose que les missions qui sont sur sa fiche, ça devient problématique, puisqu'il vous sort sa fiche, à juste titre d'ailleurs. Donc la rémunération est fixe, hein, vous pouvez connaître votre salaire pour les 20 prochaines années. Vous avez une logique de carrière où la promotion dépend de l'ancienneté, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous avez une forme de jargon administratif qui se développe. Mais ça se développe à peu près partout. Pas de questions? Ça va. Alors, il y a évidemment des avantages au modèle administratif. La caricature, vous savez, 2 ou 3 fois par an dans la presse quotidienne, vous avez une critique des fonctionnaires, de l'administration, elle est trop lourde, elle est trop lente, etc. etc. Généralement fait par des journaux qui bizarrement sont plutôt sur le volet libéral, mais il y a un avantage au modèle administratif. Ces avantages-là, généralement, sont mis en avant quand le modèle tangue, donc on les rappelle brièvement. Vous êtes censé avoir une démarche qui est rationnelle. L'administration, comme elle est régie par des règles qui sont censées être impersonnelles, c'est la rationalité, vous me dites si je jargonne, mais c'est une forme de rationalité objective qui gouverne l'administration. Elle est scientifique, elle est censée être universelle, donc les administrations communiquent entre elles très facilement. Les règles sont bien figées et encore une fois, le caractère personnel des choses est plutôt mis à l'écart. Ce type d'objectivité est censé justement, parce qu'elle met la sensibilité personnelle de côté, elle est censée être une protection contre l'arbitraire. Voilà. L'administration, mais vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que vous avez beau changer les têtes, l'administration reste telle qu'elle. Vous avez un socle de règles imperturbables, neutres, qui fait que voilà, changer de préfet, changer de directeur, changer de ministre, le socle administratif s'en contrefiche plus ou moins. C'est la théorie, hein, je vous rappelle. L'autre avantage, donc, c'est que les compétences, puisqu'elles sont très expertes, elles sont généralement reconnues et avérées. Comme je vous l'ai dit, le fait que ça soit régi par des règles très strictes fait que tout est censé fonctionner tout seul. Il y a une forme d'automaticité dans l'administration qui fonctionne. C'est un peu la caricature hein, du modèle kafkaïen. Encore une fois, moins vous considérez les personnes, plus on pense que la structure fonctionne uniquement avec des règles qui tournent entre elles et, encore une fois, l'impulsion que peut donner un individu ou un collectif ne changera rien. Voilà, encore une fois, c'est le principe. Mais ça, normalement, comme elle est définie par l'esprit, c'est censé être une organisation optimale. C'est la règle. Donc le modèle est transposable puisqu'il est objectif. Vous avez un traitement similaire entre les agents, ce qui généralement est la base de la défense des organisations syndicales. Et vous avez évidemment la sécurité de l'emploi, qui se retrouve dans aucun autre modèle.
Évidemment, il y a des limites du modèle, c'est ce qu'on connaît le mieux. Vous avez une forte rigidité de l'administration, donc on a l'impression que ça n'avance pas, qu'il faut des années pour sortir une réforme. Vous avez un coût structurel de fonctionnement, c'est généralement ça qui est mis en avant par les critiques. Vous avez un coût structurel du mécanisme justement en lui-même qui est généralement mis en avant. Je sais pas, c'est un exemple tout bête, mais les coûts structurels de la sécurité sociale, c'est ce qui est souvent mis en avant. Les coûts de gestion, c'est ce qui est mis en avant pour faire des économies chaque année quand vous lisez les projets de loi de financement de la sécurité sociale. C'est comment on limite les coûts structurels de gestion. Mais comme cette gestion est censée assurer une certaine sécurité de traitement, elle pèse dans la balance. Vous avez une très forte hiérarchie, puisque le modèle est très vertical. C'est souvent long, les dossiers individuels traînent parce qu'il y a un temps de traitement qui, comme il est gouverné par les règles, prend du temps. Vous avez donc un côté très impersonnel, puisque c'est l'administration qui compte avant l'agent, et vous avez un sentiment général d'insatisfaction qui prédomine, notamment parce que les dispositions personnelles ne sont pas prises en compte. Est-ce que sur le modèle bureaucratique, ça va? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon sur ce... Ouais. Mais vous allez être porte-parole des gens qui posent des questions. Allez-y, je vous en prie. Quand vous dites que l'insatisfaction est basée sur le fait qu'on ne tienne pas compte de la disposition personnelle, Ouais. qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, classiquement, dans l'administration, vous savez ce qu'on entend de plus en plus sur le respect de la vie personnelle par rapport à la vie professionnelle, le fait de prendre en compte dans l'organisation du travail la distance par rapport au domicile ou le fait que vous ayez une personne malade à la maison ou tant d'enfants. Ces dispositions-là, avant, n'avaient que peu de droit de cité. Elles étaient comprises par l'encadrement, mais elles n'étaient pas inscrites dans la loi, ce qui est plus le cas. Maintenant, vous avez des dispositions pour vous occuper d'un parent malade, d'un enfant malade, etc., etc. Vous essayez de composer avec le sentiment personnel, puisque de toute manière, la société a évolué avec l'individualisme. Et l'individualisme fait que vous avez des agents qui se présentent en disant « Écoutez, moi j'habite là, maintenant j'ai 3 enfants, alors j'ai divorcé, donc il y a la question de la garde, et puis si ça ne vous plaît pas, je vais dans un autre établissement. » Ces dispositions-là, en fait, maintenant, elles deviennent prédominantes. Parce que le discours sur la prise en compte de l'individu devient plus important que le respect de la règle. Mais vous avez ce conflit, parce qu'il y a toujours une partie de l'administration qui vous dit bah, « écoutez, ça c'est votre problème, je n'ai pas à prendre en considération les composantes de votre vie privée ». Ce qui arrive encore. Autre question sur le modèle bureaucratique? Oui. Juste une remarque pour aller dans ce sens-là, c'est dans le côté paradoxal. C'est vrai que c'est évident, on va en parler, mais vous parlez de la règle bureaucratique, et c'est une évidence quand on est sur le terrain, c'est une évidence pour tout le monde que le côté humain est tellement essentiel. Si on prend par exemple l'histoire des chefs de service, les histoires de la médecine, si je prends dans notre hôpital ici, il va y avoir 2 personnes qui ne s'entendent pas, on va créer 2 services. Ou alors, et finalement, ici, on est vraiment le service de référence du myélome, et puis parce qu'il y a eu des tensions sur telle ou telle personne, etc., eh bien, il y a eu des démissions, et à un moment donné, finalement, on ne pourrait plus traiter le myélome à Saint-Gilles. C'est pour dire que on sait bien tous l'importance de l'humain, y compris dans les administrations, parce que tout le monde a repéré qu'il faut quand même beaucoup de temps, beaucoup de mois pour s'ancrer dans une logique d'un hôpital et connaître les choses. Puis finalement, la logique institutionnelle, c'est tous les 3 ans, le directeur change. Et donc là, il y a un paradoxe. Moi, j'ai changé tous les 3 ans, ça tombe bien. Oui, mais pour nous, nous qui sommes là, et aussi dans ce découplage entre la durée du personnel médical ou soignant et la durée des administratifs. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas. Absolument, oui. Non, mais c'est une bonne remarque sur votre première
sur la première partie de votre question, de votre remarque, c'est... Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est plus... Alors moi, je le vois au quotidien, mais je pense que la plupart des cadres le voient aussi. La prise en compte du sentiment individuel comme une souffrance potentielle devient, en gros, la majeure partie de l'organisation des soins. Et votre exemple est bon. Moi, j'en ai plein. C'est vraiment du quotidien. L'insatisfaction, la simple insatisfaction, je ne vous parle pas d'une souffrance réelle. La gêne, l'insatisfaction ou le conflit qui avant était réglé sur le mode « attendez, c'est l'institution qui compte, on ne va quand même pas chamailler », devient un modèle d'organisation qui écarte en fait l'objectif du soin. C'est-à-dire, oh là, cette personne, elle souffre, mais elle souffre d'insatisfaction, si vous voulez. Le mécontentement comme mode de souffrance devient prédominant. Et vous allez créer un service uniquement parce que la personne ne s'entend pas avec l'autre personne, ce qui avant était réglé, si vous voulez, sur la manière objective, c'est-à-dire, écoutez, vous êtes bien sympathique, il y a la règle, il y a le service, il y a le patient. Maintenant, voilà, on va chercher à mettre quelqu'un dans un bureau parce qu'elle ne s'entend pas, elle ou lui ne s'entend pas avec son collègue. Ce modèle de régulation-là fait que, là on vous parle de l'administration, mais on parle de bureau, mais dans les soins, j'ai des remontées quotidiennes sur ça. Ah, ils ne s'entendent pas ensemble, comment on organise le service ? Bon, je ne savais pas qu'on organisait le service parce que 2 personnes ne s'entendaient pas. C'est pour ça que c'est important dans la logique administrative. C'est important de comprendre qu'on part, si vous voulez, d'une autorité supérieure qui était censée être objective, celle de l'administration, et que plus on parle de sentiments personnels, de bien-être, d'accomplissement, ce qui est très bien, mais plus on en parle et plus on le prend comme seul mode de régulation, plus on va arriver à un conflit avec ce qu'on considérait traditionnellement comme étant le mode de gestion en fait, d'un établissement. Et encore plus dans un établissement de soins où, si vous voulez, l'objectif est quand même assez clair, prendre en charge les patients. Pardonnez-moi, monsieur, vous dites qu'on ne résout pas le conflit, on tient compte des souffrances, on n'applique donc pas la règle. Et la question est, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la règle ? Est-ce qu'on n'applique pas la règle parce que justement, les personnes qui doivent l'appliquer sont peut-être un défaut vis-à-vis de la règle ? Oui, c'est vrai. Non, mais je ne nie pas. Et parce que je pense, alors j'ai peu d'expérience, hein, vous l'avez vu, mais c'est mon observation. Je pense que la mise en avant du phénomène de la souffrance est trop. Je ne sais pas si c'est trop important, en tout cas elle est devenue très importante, et que l'encadrement, je parle de l'encadrement parce que généralement c'est lui qui est la médiation en fait, entre les agents avant la justice ou autre, l'encadrement n'a pas su ou ne sait pas parfois réguler en fait, ce mode de conflit. C'est trop compliqué. C'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on a vu avec le modèle administratif. C'est beaucoup plus facile en fait, de parler de la règle puisque c'est objectif. Personne ne se mouille, enfin, il n'y a pas d'implication personnelle. Il y a eu un défaut de fonctionnement, bien sûr, on reprend le mode d'emploi, la règle, et on va voir ce qui est défaillant. Mais 2 personnes qui ne s'entendent pas parce qu'elles ont eu un débat houleux sur tel ou tel truc, ou parce que vraiment ça ne le fait pas, et il y en a une qui ne trouve pas l'autre professionnel, ou un tel a critiqué l'autre dans son dos sur les réseaux sociaux. C'est complexe, c'est sans limite. Vous devez vous confronter aux agents, il faut faire preuve d'autorité. Alors l'autorité, c'est toujours mal vu, parce que plus vous parlez de sentiments personnels, plus l'autorité est vue comme quelque chose de conservateur. Et du coup, je pense que la médiation est perdue. Et l'objectif, c'est de montrer qu'en fait, on est les acteurs principaux de la médiation. Si l'institution ne fait plus la médiation entre les individus, en fait, moi je le vois au quotidien comme vous, les individus se tourneront vers d'autres institutions. Parce que mine de rien, ils ne se battent pas encore entre eux. Mais ils vont passer par des modes privés en fait, de régulation des conflits. Justice ou autre, ou de l'intimidation réelle, parce que des groupes se sont créés envers d'autres groupes, mais institutions représentant du personnel, direction, administration, encadrement, on est mis à l'écart. C'est l'un des soucis de la présentation de ce matin. Voilà. C'est bon sur le modèle administratif ?
Ok, donc la plupart des administrations sont basées sur ce modèle-là. C'est important de l'avoir en tête. Vous avez, j'imagine, déjà entendu parler du nouveau management public? Oui? Non? Qui non? C'est bien de dire non. Super. Ok. Donc, classiquement, en fait, quand on fait l'histoire de l'administration, on définit le modèle administratif sur lequel la plupart des administrations publiques. Et je vous rappelle qu'on parle de ça parce que la culture administrative en France est très importante et que généralement elle est pointée du doigt parce qu'elle est trop importante. Mais toujours est-il que notre mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement des institutions découle en fait de ces règles, de ces règles théoriques, certes, mais des règles de fonctionnement tout de même. Le nouveau management public, alors je vous laisse, puisque comme j'ai promis que la présentation serait diffusée, c'est pas la peine de vous le détailler. On parle de management maintenant, c'est juste un nouveau mot pour parler d'encadrement. Personne n'invente rien, mais dites management, ça fait toujours chic, et donc vous n'êtes plus cadre, si des cadres sont parmi vous, mais vous êtes des managers, c'est bien. Toujours est-il que je vous ai rappelé quelques définitions. Donc là, en gros, alors attention, on va faire la philosophie politique, vous allez voir, c'est bas de gamme. Depuis les années 80, vous savez, les années 80, cette grande rupture entre le modèle social-démocrate classique et le déferlement du libéralisme économique. Depuis les années 80, en fait, se développent des thèses sur le management qui vont irriguer nos pratiques. C'est tout l'enjeu de ma présentation de ce matin. Le management, en gros, c'est une technique de gestion qui est basée sur des principes dont les sources sont plutôt des principes, les sources sont plutôt économiques. Donc les grands principes du nouveau management public, c'est le service. Vous ne considérez plus l'administration. Alors attends, c'est là où ça devient important. C'est là où on voit si vous avez écouté. Donc on ne se base plus sur l'origine des principes de l'administration, mais sur son objectif. Donc le client, donc le patient, donc l'activité. Donc c'est de là d'où découle la T2A, mais on le verra tout à l'heure. Le nouveau management public, contre l'administration, a décidé de faire du principe de transparence l'un de ses principes fondateurs. Puisque les sources de l'administration, puisque ces règles sont considérées comme opaques, tout sera transparent. Donc il va y avoir un contrôle externe de la part des citoyens. Donc on crée des institutions, on crée des agences pour contrôler l'administration, au-delà du Parlement, et un contrôle interne de l'activité. Donc se développe du contrôle interne, l'audit, commissaire aux comptes, etc. etc. Donc dans le principe du nouveau management public, vous avez une logique d'adaptation permanente qui du coup va contre cette idée que l'administration est éternelle, qu'elle ne bouge pas. Évidemment, le nouveau management public est plutôt du côté de l'entreprise, vous l'aurez compris. Donc il faut s'adapter, on est en apprentissage organisationnel permanent, le changement, la conduite du changement, tout ça, tout ce qu'on entend maintenant qui devient la tarte à la crème pour les gestionnaires au quotidien, conduite du changement, gestion de projet, tout ça vient de l'introduction du nouveau management public dans les fondations de l'État. Et donc vous avez le principe de responsabilité, il faut rendre des comptes, mais ce qui est un bon principe, je veux dire, personne ne peut nier qu'une administration doit rendre des comptes aux citoyens. Ça fait partie des fondements quasiment constitutionnels de l'administration publique. Mais la manière dont c'est fait va perturber le fonctionnement de l'administration. Parce que généralement, c'est fait par les fameux benchmarks, les audits, tout ce qu'on entend actuellement. Ce qui veut quand même dire qu'en fait, le principe objectif qui gouvernait l'administration publique va se retrouver sur une forme de scientificité à travers la mesure de la performance. Donc c'est l'activité qui va être mesurée et pas forcément le respect des principes. On met en concurrence les services administratifs. Alors ça, concrètement, ça se passe dans les hôpitaux aussi. Vous délimitez les dépenses et les recettes de pôles et vous les mettez en concurrence entre eux. Est-ce que tel pôle rapporte telle masse financière à l'hôpital, tel pôle tire l'hôpital vers le bas, économiquement, j'entends. C'est l'une des illustrations.
Cette mise en concurrence, alors ça c'est la théorie libérale, la mise en concurrence est censée produire de l'émulation. Plus on met en concurrence, plus on dégage des marges, mieux c'est pour la société globale. C'est ce qu'on appelle sournoisement aujourd'hui la théorie du ruissellement. La référence devient le marché et non plus les textes de droit, très important pour le modèle administratif. Alors généralement c'est là où je vous parle du mécanisme de marché sur d'autres secteurs de la société, mais peut-être que je le ferai plus tard. Mais c'est très important en fait de considérer, alors je sais que c'est une critique classique, hein, mais de considérer que l'introduction en fait, de nouvelles techniques de gestion issues de l'entreprise introduisent en fait la logique de marché dans un établissement public. Et la logique de marché, elle va se heurter à ce qu'était l'établissement public tout à l'heure. Alors, on va le voir, mais il faut bien que vous ayez en tête que le nouveau management public se base sur plutôt de la microéconomie. La microéconomie, c'est comment fonctionnent les acteurs individuellement, comment ils sont atomisés sur un marché et comment l'offre et la demande se régulent. Donc vous entendez parler de tout ce qui est proactif, voilà, gestion du changement, on en a déjà parlé. L'objectif économique prédomine et vous êtes censé, avec ce type de théorie, vous dégager de l'influence néfaste de la politique. Vous savez, traditionnellement, la politique a la main sur l'administration. Et donc plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous dites « Ah bah évidemment, c'est lui, il est telle couleur, tel parti, telle obédience ». Vous avez quasiment dans les gènes de l'administration un lien avec la politique qui est difficile à cerner. Dans une théorie très gestionnaire, plutôt libérale, cette mainmise de la politique crée des rentes, et ces rentes sont néfastes. Déjà parce qu'elles ne tombent pas dans les poches du secteur privé, et deuxièmement parce qu'elles sont censées bloquer les réformes qui sont nécessaires pour les entités ou les organisations de travail. Donc dans le nouveau management public, la politique est censée être écartée. Les outils, vous les connaissez, c'est le déferlement d'outils numériques, la modernisation des structures de travail. La politique qualité fait partie du nouveau management public, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Comme vous devez vous adapter en permanence, et ben vous savez tout ce qu'on connaît, là, les routes de Ming, il faut faire le PDCA en permanence, se contrôler, s'évaluer, se contrôler, s'évaluer, se contrôler, s'évaluer. Et c'est censé être un cycle vertueux pour l'ensemble des process de l'établissement. Donc vous avez le développement du marketing hein, qui arrive aussi à l'hôpital. Comment je me positionne sur mon bassin, sur mon territoire, sur mon bassin de vie, comment je pique des parts de marché ou comment je les partage avec le secteur privé. Donc le positionnement concurrentiel, vous commencez à faire de la communication, du mécénat, du commercial, etc., etc., etc. Et contre le modèle égalitaire, vous développez des prestations différenciées dans les établissements. Je vous laisse, parce que c'est du détail sur les fonctions stratégie, finance, marketing, ressources humaines, mais en gros, vous avez compris que c'est l'introduction de la logique économique dans une sphère qui, avant, était plutôt préservée par ces schémas de pensée-là. Donc je vous le laisse, puisque la présentation vous sera distribuée. Évidemment, il y a des avantages à ce type de modèle de gestion. L'avantage que vous connaissez le plus, c'est que l'administration adore dire qu'elle se modernise. Donc vous avez, je sais pas, il y a eu un secrétariat d'État qui était dédié à la modernisation de l'action publique. Vous avez des groupes sur la modernisation de l'État. En fait, ça change de nom à chaque fois, mais il y avait la délégation, je crois, ou la direction générale de la modernisation de l'État. Vous aviez la MAP, la modernisation de l'action publique. Et là, je crois que récemment, il y a eu un groupe qui a été créé, et ma mémoire n'est pas bonne ce matin, mais il y a eu un groupe avec des acteurs pour réfléchir à comment moderniser l'action publique. Donc ça, depuis 10 ans, ça existe. Je vous invite, mais évidemment personne ne le fait, à aller voir sur... Et du coup, je ne sais pas si ça a survécu avec la nouvelle mandature, mais sur simplification.gouv.fr. Un truc comme ça, vous avez des milliards de fiches
qui vont vous inspirer pour simplifier le modèle administratif au quotidien. La plupart des idées sont très basiques, c'est remplacer l'homme par un automate ou par une solution numérique. Donc derrière, la simplification généralement passe surtout par la réduction d'effectifs. Mais bon, on ne critique pas ici, c'est pas du tout l'endroit. Donc l'avantage, c'est que comme vous visez l'activité, la mise en concurrence améliore la performance, ça c'est plutôt indéniable. Comme vous visez l'activité, vous visez la personne qui reçoit cette activité, donc à l'hôpital, vous visez l'usager. Donc vous allez considérer que sa satisfaction devient plus importante que la satisfaction du personnel. On recueille la satisfaction de l'usager dans la logique client, il n'y a pas de secret, et en fonction de son retour, vous allez adapter votre offre de soins. Il y a l'un des phénomènes, alors qu'on va contrebalancer, mais il y a l'un des phénomènes qui est la baisse des coûts dans l'administration, puisque vous remettez en cause la plupart des monopoles ou des coûts de structure dans les administrations. Il y a un effet quantitatif qui est plutôt lisible. Vous dynamisez votre politique des ressources humaines, donc vous passez de on fait la même activité chaque année avec le même personnel à je prévois dans un EPRD, l'EPRD, je sais que vous connaissez tous par cœur, je prévois dans l'EPRD l'adaptation des ressources à l'activité, c'est le dernier truc à la mode. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à la PHP, mis à part celle que je connais? Ok, ben voilà. Le nouveau truc à la mode à la PHP, c'est d'adapter les ressources à l'activité. Ça se fait dans la plupart des CHU maintenant. Toujours est-il que c'est pas le besoin du territoire qui va définir forcément votre organisation de soins. C'est le fait qu'il y ait plus ou moins d'activités. En fonction de cette activité, vous allez mettre plus ou moins, évidemment, d'effectifs autour des lits. Donc vous passez à une vision qui est plutôt sur la destination plutôt que sur les principes fondateurs. Et vous avez le début d'une individualisation des parcours. C'est-à-dire que les agents, plutôt que de leur dire chaque année, de toute manière, vous augmentez avec la masse salariale et votre parcours est juste lié à la notation et à l'ancienneté, vous allez vous intéresser à sa formation, son développement des compétences, ce qu'il veut faire dans la vie, etc., etc., etc. Et à développer des modes de rémunération qui n'existaient pas par ailleurs. La rémunération à la performance, par exemple. Ouais. Une question très naïve. À quel moment ces nouvelles politiques rentrent dans le bon système et par qui ils rentrent? C'est une excellente question. Et elle rentre par le haut. Et c'est ça le petit truc. Elle rentre par le haut puisque, en fait, ça, si vous voulez, c'est un état d'esprit qui se développe dans les années 80. Et vous avez deux effets à l'hôpital qui sont connus. Alors, un qui est connu, c'est l'introduction de la tarification à l'activité. L'introduction de la tarification à l'activité, c'est si vous voulez, c'est la mise en pratique d'une logique de libéralisme économique. D'ailleurs, ce n'est pas un jugement de valeur. Je vous dis ce qui est. On l'abordera tout à l'heure, mais dans un établissement qui fonctionnait par la redite annuelle des comptes, vous avez fait tant, on va faire pareil l'année prochaine, vous introduisez cette considération pour l'activité uniquement, et plus vous la renforcez, plus l'établissement va se tourner uniquement vers l'activité. Ce qui veut dire qu'en fait, vous n'avez pas le choix, puisque ce sont des lois qui viennent entériner le développement d'une logique d'activité dans un établissement qui, auparavant, en fait, ne réfléchissait pas que comme ça. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que les outils, mais tout comme la certification, en fait, vous réduisez le champ d'action des gestionnaires vers le point auquel vous voulez arriver, quoi. C'est-à-dire, c'est obligatoire de développer la tarification à l'activité. De toute façon, ça sera contrôlé, puisque je vous rappelle qu'il faut contrôler, s'évaluer, contrôler, s'évaluer. Et ensuite, vous rajoutez tous les autres systèmes de contrôle, la certification, les protocoles, etc., etc. Mais c'est toujours sous couvert de réduire les risques et financièrement pour réduire la dette. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la formation des acteurs. Eh bien, oui, dans les grandes écoles d'administration, vous avez comme enseignement des théories de gestion.
Ce qui veut dire que les gens qui vont diriger les structures, là je vous parle, mais c'est pas un secret, je veux dire, tout le monde le sait, les directeurs d'hôpital, les énarques, tous, on a des cours de management, de gestion de projet, ce qui veut dire que vous êtes formé à ce type de pensée. Ce type de pensée, évidemment, vous allez le mettre en œuvre à l'hôpital. Je veux dire, cette école est là pour ça. Et je crois que l'ENA, je sais pas, maintenant son slogan, c'est l'école du management public, ou un truc comme ça. En fait, c'est pas rien de parler comme ça. Vous diffusez une logique et un vocabulaire qui est commun entre tous les hauts fonctionnaires. Et tous les hauts fonctionnaires, bizarrement, ils vous parlent de gestion de projet, attention, la résistance au changement, voilà, d'un air un peu savant. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire à tous les cadres de se former à la gestion de projet et à la conduite du changement. Et en fait, cette logique de projet-là, elle est basique parce que vous le faites au quotidien maintenant. Oui, je vais chercher mon pain, je vais voir la boulangerie, mais qui est justement sur l'axe entre une œuvre de qualité et pas trop loin de chez moi, et puis j'ai testé les prix. En fait, maintenant, on fait tout ça parce qu'on a tous l'habitude de calculer avec la logique de marché. Et du coup, petit à petit, en fait, tout se met dans le rang. Enfin, c'est pas la question, c'est est-ce qu'on peut sortir de ce rang-là. C'est à peu près c'est difficile de ne pas y entrer. Je ne connais pas d'établissement. Alors, si, typiquement, la psychiatrie n'y est pas rentrée. Mais la logique, elle est bien là. Oui. La logique, elle est là, je sais bien. Mais pour le moment, la psychiatrie nous montre une seule chose, c'est qu'à partir du moment où vous mettez une logique rationnelle sur les valeurs de l'esprit, il y a quelque chose qui bloque. Déjà, à l'hôpital, ça bloque, parce que tout n'est pas dans la logique de marché. Donc voilà, vous connaissez les débats, mais on voit que sur le soin de suite et réadaptation, c'est déjà un peu plus compliqué. Et essayer de coter une séance de psy à l'hôpital. Donc non, pour le moment, il y a toujours des missions d'intérêt général. Et mine de rien, elles symbolisent aussi quelque chose comme une forme de résistance à cette logique. J'imagine que, comme vous êtes responsable de la PAS de Saint-Louis, vous connaissez bien cette logique. L'excès de cette logique que la logique en elle-même. Ouais. C'est comme la T2A. Absolument. Alors, on ne peut pas remettre en question la T2A, mais simplement les dommages contrôlatéraux d'une T2A mal appliquée. C'est pour ça que là, c'est peut-être vous allez aller vers une troisième voie, mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il faut plutôt prendre les bons côtés. Parce que, bien sûr, on ne va pas remettre en question. C'est vrai que l'hôpital, il faut aussi assurer la durabilité, le management, le côté hôpital-entreprise. C'est critiquable si on va vers une dérégulation financière, la dérégulation de la finance et du soin. Mais en même temps, bien sûr qu'il faut un certain contrôle. Voilà. Donc c'est peut-être plutôt en effet l'excès de la logique que la logique. Mais en fait, c'est banal ma présentation. C'est que je vais vous faire l'administration publique comme elle était dans sa virginité, et le méchant libéralisme qui arrive et qui met tout en cause. Et on va essayer d'en sortir par le haut. Parce qu'en fait, si cette logique libérale... Je ne veux pas trahir la conclusion, mais je crois que tout le monde la connaît de toute manière. Mais si cette logique est là, ce n'est pas par hasard. Et si vous voulez, les individus la demandent. C'est ça qui est très intéressant maintenant. C'est que les individus vous parlent en mode projet. Ils ont le vocabulaire de la gestion, ils sont très contents d'être épanouis au travail, et ils demandent de la concurrence, et ils demandent de l'émulation. Et en gros, notre difficulté, c'est de gérer ça au quotidien. C'est de gérer ces logiques-là et leurs excès. Donc oui, là, le début de la présentation est volontairement caricatural. La question, c'est, pour le moment, je trouve que on en est là avec ce conflit et ce sentiment de... voilà, c'était mieux avant, c'était plus facile, bizarrement on pouvait mieux contrôler les choses. Pour le moment on en est là de la critique et on essaie, en fait, pour moi de ce que j'aperçois, de ce que j'observe, on est en train d'essayer de déterminer des pratiques quotidiennes qui lient un peu les deux. De toute manière, on a ces deux tendances en nous et tout le monde le sait. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer et je ne dis pas que j'arriverai à quelque chose de très concluant,
Mais voilà, pour le moment, c'était pour présenter les deux modèles. La plupart des réflexions théoriques s'arrêtent à ce conflit-là, quoi. C'était mieux avant, mais la plupart des acteurs sur le terrain s'arrêtent à ce conflit-là aussi. D'une manière caricaturale, les plus anciens vous diront « Ah bah quand même, avant, c'était mieux, il n'y avait pas toutes ces questions, en plus, ils nous font chier les gens avec leurs problèmes. » Et les représentants du personnel vous disaient « Bah oui, mais avant, il y avait des règles, on les respectait, tout le monde passait par nous, c'est quand même mieux l'égalité que la liberté. » Je veux dire, c'est ça le débat, en fait, de fond. Là, je vous présente le modèle qui est venu remettre en cause la première logique, et ensuite, on essaiera de trouver quelque chose d'autre, ce qui n'est pas facile. Je vous le dis tout de suite. Oui, madame. Vous avez développé des moyens de gestion, de management, vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que c'est exprès que vous n'avez pas rappelé les principes du service public? Ou alors est-ce que c'est juste l'effet de cette contamination? Non, en fait, c'était plus du droit, du coup, les principes de service public, mais ils sont contenus dans le modèle bureaucratique qu'on a développé. C'est-à-dire l'accessibilité, l'égalité, l'adaptabilité, la continuité. Si c'est ça le but, ça reste des moyens. Or, les moyens sont devenus le but, là. Oui, absolument. Non, mais alors, ce qui est intéressant si on fait du droit, ce qui est intéressant des principes du service public, c'est que vous avez l'égalité d'accès, comme vous dites, mais vous avez aussi l'adaptabilité. Donc, beaucoup se servent de cette porte d'entrée pour dire que le service public doit aussi s'adapter à la modernité, comme si c'était plus moderne qu'avant. Mais ce type de logique vient rogner sur l'égalité de traitement, par exemple. Ça, encore une fois, tout le monde le sait. Enfin, c'est pas choquant. La logique de l'activité vous induit à une forme de sélection qui n'est pas comprise dans les principes du service public. Mais encore une fois, là, je vous parle d'un conflit qui est plutôt connu. Eh bien, oui, si je veux mettre à flot, en tout cas, si je veux atteindre un certain équilibre sur l'établissement, eh bien, il y a un gommage qui va être réalisé presque inconsciemment parce que les résultats chiffrés vont vous inciter à prendre certains types de patients plutôt que d'autres. Enfin, ça, c'est connu. C'est d'ailleurs l'un des points durs de la logique de la T2A. Et donc, ça vient rogner sur les principes du service public, ou sur sa forme d'adaptation. Mais je ne l'ai pas mis en avant, vous avez raison. Mais elles sont comprises dans l'administration classique. Est-ce que ça va? Donc parmi les limites, c'est celles qu'on rencontre au quotidien. Donc vous avez une remise en cause du statut de la fonction publique, considéré comme étant rigide. Vous avez une concurrence entre les contractuels et les titulaires, qu'on considère classiquement les contractuels dynamiques et les titulaires qui essayent d'éviter le système. Vous avez une apparition de nouveaux coûts, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a la logique entrepreneuriale est censée baisser les coûts de structure de la fonction publique, pour parler clairement. Et en fait, vous avez l'apparition de nouveaux coûts, les coûts de contrôle, les coûts d'audit, les cabinets de conseil, les expertises, les consultants qui viennent dans les hôpitaux pour essayer de baisser les coûts, justement, etc. etc. Alors, c'est un point qui est très important. Généralement, c'est des coûts cachés de la nouvelle administration. Les coûts cachés sont énormes parce que vous avez des gens qui sont recrutés uniquement pour les fonctions de contrôle. Et les fonctions de contrôle ralentissent l'activité. Du coup, l'activité ralentit. Du coup, vous reprenez des consultants pour essayer de savoir pourquoi ça ralentit, etc. etc. Et en fait, c'est un conseil, à chaque fois que vous avez affaire à ça dans un établissement de santé, essayez vraiment d'élargir le périmètre de votre projet pour essayer de savoir où sont les coûts de contrôle. Si on vous présente une situation, demandez... Qui a fait cette présentation, d'où ça vient, les chiffres sont tirés de quelle base de données. Tout ça, c'est des choses qu'en fait, on est censé tous maîtriser, mais qui parfois sont présentées d'en haut grâce à un cabinet de conseil. Encore une fois, c'est des choses qui sont connues et qui, généralement, le cabinet de conseil coûte énormément. Sur une ligne qui est très loin dans le tableau des comptes, mais cette ligne, elle est quand même présente. Et il y a eu assez d'affaires autour de ce type de sujet pour qu'on soit très informé quand même de ce type de situation.
Donc vous avez un conflit entre les traditionalistes à l'ancienne et les nouvelles générations. Et encore une fois, les nouvelles générations qui sont demandeuses de modèles plutôt libéraux. Pardon. Donc vous avez un développement des risques professionnels, puisque la demande d'adaptation permanente crée de l'instabilité, encore une fois plutôt connue. Vous avez une baisse des principes de solidarité collective au profit de valeurs individuelles. Et vous avez aussi du jargon qui apparaît. Et ça va très très vite. L'éco-pile, l'éco-machin, enfin, des trucs que vous connaissez. Ouais, les audits. Est-ce que vos grands-parents parlaient d'audits avant? Je ne suis pas sûr, pas les miens. Je voulais résumer sur un tableau. Alors c'est très scolaire, donc je vous épargne le détail. Voilà. Est-ce que pour le moment, ça va? Super. Je crois qu'on fera une pause, mais à 11h, promis. Si vous voulez. Je sais pas. Et juste, vous pouvez nous donner un grand trait, combien coûte un audit là? Parce qu'on voit le siège de BCG, le beau bureau rue Saint-Dominique, on se dit, mais enfin, on paye tout ça aussi. C'est un peu gênant quand même. Mais c'est un peu gênant quand vous avez été formé pour faire le même travail. Voilà, surtout qu'en réalité, dans notre expérience, si on voit le film Learning Out, par exemple, à la fin, on fait venir un cabinet d'audit, et au final, l'idée qui vaut ce qu'elle vaut, c'est le personnel qui trouve, les personnes de terrain. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression là d'un gâchis énorme d'argent par manque de confiance en les personnes qui font le soin. Et pour moi, c'est un peu ce sentiment-là qui se dégage, quoi. C'est que vous, et c'est, je sais pas, mais c'est des milliers d'euros par jour, Juste, c'est vrai qu'on m'a raconté là dans le service d'oncologie, on a fait venir un cabinet de décoration qui a coûté très cher. C'est sympa. Oui, voilà, oui. Alors il fallait trouver les couleurs, donc ils ont mis des couleurs, ça a coûté très cher. Et puis ils ont décidé aussi de mettre un surodorant. Et au final, personne dans l'équipe n'a été consulté. Et ça a été un échec total parce que les personnes qui étaient après les chimiothérapies ne supportaient ni la couleur, mais surtout pas l'odeur. Et voilà, c'est un exemple de truc qui vient du haut, qui coûte une fortune et que c'est vraiment de l'argent qui est vraiment perdu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, mais pour moi, c'est un peu le. En fait, de toute façon, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que si vous voulez, le libéralisme, pour vous parler clairement de ma conclusion, le libéralisme n'est pas mauvais en soi, parce qu'encore une fois, c'est une aspiration personnelle qu'on a tous. Le problème, c'est que il existe aussi quand il vient des gens qui font l'activité. Et quand ça vient d'en haut uniquement pour... En fait on en revient toujours au même problème, c'est le formalisme et la spéculation qui nous empêchent d'avancer. C'est l'excès de règles et de choses qui ne sont plus du tout adaptées au terrain. Donc c'est ce que vous verrez à la fin de la présentation. Moi, je veux bien qu'on me demande de parler unique ou de me concentrer sur l'activité, mais en fait, l'activité, c'est pas moi qui l'a fait. C'est les gens qui sont dans les services. Donc à partir du moment où vous imposez quelque chose qui a une certaine logique, qui n'est plus adaptée à celle du terrain, alors c'est vraiment basique comme réflexion, mine de rien, ça marche moins bien. Je ne dis pas que ça ne marche pas, parce que le cabinet de consultants, il va vous facturer des millions d'euros pour réorganiser telle ou telle chaîne de production de soins, ou le taux de passage aux urgences en moins de 4 heures, sans compter tous ceux qui reviennent un mois après, bon, c'est pas grave, ou la réorganisation de la biologie sur des grands CHU, mais in fine, pourquoi on n'a pas demandé à ceux qui font l'activité mais alors, je ne dis pas que c'est mieux de demander, mais pourquoi on ne le fait pas oui, ça se trouve, certaines personnes n'ont pas d'idée, mais mine de rien, la plupart des dysfonctionnements, elles sont sur la production pure, si on part de ça. Et la production pure, en fait, elle est faite par des personnes qui, généralement, connaissent aussi les solutions pour y remédier. Donc, pourquoi utiliser un consultant qui coûte 1 000, 2 000 euros par jour face à des gens qui, mine de rien, eux, sont là au quotidien plus longtemps que vous et sont tout à fait capables, généralement, de trouver la solution. Enfin, c'est assez bête, mais je crois que ça reste... Enfin, pour moi, c'est quasiment du bon sens, mais on l'a un peu perdu. Oui. Je vous avais... J'ai une partie de la réponse. Ah bah voilà. De toute façon, moi, je comptais y aller. Je suis de la paix. Oh bah c'est bon. Voilà. Tout simplement parce que bien souvent, quand on est chef de projet, on ne nous donne pas une enveloppe pour gérer le projet, et donc on n'évalue pas le coût horaire, par exemple, d'une réunion.
on retient, admettons, une scène d'agent, X ou Y, ça n'a aucune importance. Cet agent, puisqu'on est administration, a un coût horaire qui est différent de par son ancienneté. Donc on peut évaluer le coût de la réunion avec la présence de ces 10 agents. On sait que ça a un coût. On ne l'évalue pas. Et donc comme ça n'apparaît nulle part, cette dépense-là ne peut pas être mise en relation versus un cabinet d'audit, par exemple. Mais donc, là aussi, il y a un impact en termes d'efficience, naturellement. Non, mais encore une fois, ça rejoint ce qu'on dit, c'est que bon, déjà ce coût il est inclus puisque les gens travaillent déjà ici, vous pouvez les réunir sans facturer quelque chose de supplémentaire. Mais c'est un réflexe qui se développe quand même. Hein. Même chez les directeurs, quand il y a une grande réunion avec plein de gens, il y a souvent quelqu'un d'un peu sournois qui dit bah, punaise, ça a coûté cher cette réunion, donc j'espère que ça. Beaucoup d'agents, alors je le vois plus au niveau des soins, enfin des soignants que des administratifs. C'est que souvent la réaction, c'est et je suis payé pour ça et c'est un coût. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais c'est normal puisque tout le monde. La notion d'efficience chez les soignants est de plus en plus. Mais bien sûr, puisqu'elle se développe maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette logique-là se développe et elle se développe aussi contre les principes de cette logique-là. C'est-à-dire que la plupart des gens maintenant vont se dire. Donc vous ne demandez vraiment que de calculer, et vous, mine de rien, qu'est-ce que vous faites quelle est votre activité? Alors on l'abordera tout à l'heure, mais c'est des questions auxquelles on doit aussi répondre. C'est-à-dire, bah oui, concrètement, que fait un cadre sup? Que fait un ingénieur? C'est quoi ce cabinet de consultant qui a un bureau près de la direction? Et le directeur, là, du coup, qu'est-ce qu'il produit? Et c'est l'une des réflexions qu'on abordera tout à l'heure. Plus on demande aux gens des comptes sur leur activité, plus, comme c'est eux qui la font, vont nous dire d'accord, et en échange, vous, qu'est-ce que vous faites en fait au quotidien? C'est utile, pas utile? Moi, je trouve que c'est des questions qui sont tout à fait légitimes, notamment pour des fonctionnaires. Attendez, il y avait juste une question. Ouais. Oui, alors moi j'avais une remarque par rapport à ça. Vous disiez qu'on pourrait demander aux acteurs de la production de soins, ça, Ouais. de déterminer qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qui serait intéressant à proposer justement pour augmenter la production de soins. C'est bien ça. Je travaille dans un bloc opératoire où les chirurgiens effectivement sont réglés avec un temps d'occupation de salle, une activité chiffrée qui est vraiment très régulée et sur laquelle ils sont en pleine réflexion permanente pour augmenter ça, permettre au bloc d'être plus efficient et de rapporter de l'argent, en l'occurrence de diminuer le déficit de l'hôpital. On en vient avec cette réflexion-là où du coup les personnes qui sont certes maîtres de la production de soins ont une réflexion qui devient plus économique que médicale. J'entends un chirurgien qui doit faire 2 gestes de chirurgie vasculaire, va dire je ne vais en faire qu'un, parce que si j'en code 2, le deuxième va être compté moins cher que si je n'en fais qu'un en fait. C'est-à-dire que l'addition des 2 va décoter même le premier. Si bien que ce chirurgien-là va prendre la décision de faire 2 opérations distinctes, 2 jours différents, ce qui permettra à la personne d'être hospitalisée 2 fois, d'avoir 2 anesthésies, et donc de faire un choix qui a vraiment une logique complètement économique, mais plus du tout médical au sens du bien-être des personnes et organisation personnelle, ne serait-ce que ça pour le patient. On pourrait à la limite entendre que cette production de soins soit réfléchie avec le patient, dire écoutez, voilà, avec des considérations économiques, mais la question n'est pas là. Elle ne se pose pas, il n'y a pas d'échange avec le patient pour dire voilà, mon choix se porterait sur ça, faire 2 opérations distinctes. La possibilité n'est pas abordée avec le patient, le choix est fait directement selon le modèle économique. Je trouve que c'est aussi un travers de donner les rênes de l'économie aux acteurs de la production de soins. Mais alors du coup, c'est un très bon exemple de ce qu'une logique économique dans une sphère sanitaire comme le soin produit. C'est-à-dire que, on va l'aborder tout de suite, mais c'est que la sphère sanitaire, elle n'a pas du tout cette logique-là au départ, puisque la logique est de soigner les personnes. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on met peu en avant. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur la T2A, mais bon, qui sont connus quand même du grand public, mais pas forcément dans le détail. Il y a des travaux qui sont faits sur le lean management aussi, qui s'appliquent parfaitement au bloc opératoire, qui est une logique quasiment industrielle. Et en fait, on ne voit pas tous les biais qu'il y a dans ce type de logique-là, et notamment celle-ci, c'est-à-dire que vous avez plutôt une réflexion mathématique
avec l'accueil du patient qu'une réflexion soignante. Et ça, du coup, ça affaiblit un peu votre motivation au quotidien, parce que vous dites, mais quand même, vous êtes sûr qu'on ne peut pas soigner de telle ou telle manière. On va vous dire, non, mais attendez, c'est plus rentable, parce que le département d'information médicale, qui est l'un des surcoûts, par exemple, de la logique financière, a dit que si on mettait ce patient-là tel jour, ça allait rapporter plus, quoi. Et en plus, on l'a fait contrôler par un cabinet d'audit qui vient optimiser les dossiers médicaux. Et l'un des coûts cachés aussi, mais qui sont connus, hein, je ne vous raconte rien de particulier. Et si on pousse vraiment cette logique, c'est vrai qu'on devrait demander aux patients. Mais si on est vraiment très très loin dans cette logique, on pourrait aussi dire aux patients, franchement, vous pouvez le faire en une journée, mais c'est vous payer un peu plus cher. On va y arriver. On va y arriver. Ouais. Pardon, juste... oui, excusez-moi. Pardon, mais juste pour dire, dans ce cas que vous évoquez, le problème, c'est que le soignant a incorporé la logique comptable telle qu'il la voit, la logique bureaucratique. C'est ça le pire. C'est pas... c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'ai repéré, c'est qu'un des trucs les pires, c'est le médecin qui fait encore mieux, parce que, pour se faire bien voir d'ailleurs, tout simplement, qui va être encore, laver plus blanc que blanc, et prendre des devants pour supprimer une secrétaire. Mon ancien chef de service a voulu certainement faire bien auprès de la direction. C'est clair, je vous confirme. Et on m'a supprimé une secrétaire, alors que ce n'était pas du tout demandé. Et c'est ça certainement le truc le plus pernicieux, c'est quand en effet, c'est comme un virus et ça devient normal et ça rentre dans son ADN. Mais c'est pas ça justement la question, c'est les logiques soignantes doivent parler aux logiques administratives pour trouver la meilleure solution. Mais si le soignant prend la logique financière, telle qu'il la voit... Mais en fait, il y a une étude sociologique qui a été faite, qui est très intéressante, sur qui accepte ce discours-là dans le corps soignant. Parce que, allez, on est caricatural. L'administration s'est adaptée à cette logique-là. Elle va la diffuser. Comment elle la diffuse ? L'épaule. Oh, facile. Tiens, on fait. C'est la caution médicale des décisions financières. Mais bien sûr. Et de ce fait-là, le médecin piétine son projet de déontologie parce que c'est une perte de son indépendance professionnelle. Disons qu'il fait... adapter sa pratique médicale à des impératifs. Bien sûr, mais il est pas fou le médecin, parce que le directeur lui a dit vous avez vu le graphique, vous êtes en bas. Clairement, c'est pas son supérieur hiérarchique. Mais bon, après, ça reste des gens. Après, ça reste des gens qui s'apprécient. La régulation, comme vous le disiez, mais bien sûr. C'est une question qui est aussi propre à l'humain. Et absolument. Après tout, le secteur orthopédique arrive à ramener le temps, à avoir un taux d'occupation de temps, on vous donne des chiffres, un objectif des choses, qui certes peuvent être manipulés comme on veut, puisqu'on peut choisir des critères différents. Bien sûr. Mais il y a aussi une question d'orgueil, à dire, mince, s'il me faut tant, je veux faire plus. Mais c'est ça, non mais c'est bête, c'est aussi bête que ça, c'est que, mais d'une manière quasiment anthropologique, vous êtes quand même bien content, surtout qu'il y a plein de bons élèves, vous êtes bien content de vous comparer aux copains. Ah, la chirurgie de Toulouse fait ça, je suis sûr qu'on peut faire mieux, et on va se téléphoner. Et en fait, pour reprendre l'étude sociologique, c'est intéressant. C'est Nicolas Bellorger qui avait écrit ça dans l'hôpital sous pression, et il avait montré comment ce discours managérial était plus ou moins accepté en fonction des parcours des acteurs. Et donc il parlait des directeurs, mais il parlait aussi des médecins. Et alors je vous laisse découvrir tout ça, parce que depuis que cette caméra est là, je me limite un peu. Mais c'est pas de votre faute, hein, mais je vous apprécie beaucoup, ça fait 2 fois qu'on dit. Mais c'est vrai que je préfère la conclusion. Mais c'était très intéressant sur la capacité à se sentir légitime de dire non à ce type de discours, ou en tout cas à l'adapter. Et puis il y a des gens, je pense en faire partie, qui prennent ce discours, qui essayent d'y répondre, et qui dissimulent d'autres choses ou essayent de le détourner, et vous avez plein d'acteurs comme ça. Et le pire, c'est ceux qui disent « Ah oui, bien sûr qu'il faut être performant, bien sûr qu'il faut chercher l'efficience », et qui, mine de rien, du coup, oublient que l'activité soignante ne s'adapte pas totalement à ce type de discours. Moi, j'ai vu des médecins qui parlaient
ligne à ligne des comptes, mais qui étaient très très bons. Hein. Enfin, vraiment, il y a ce dialogue de gestion, comme on dit maintenant, dans les pôles. Bah, quand vous avez des médecins aguerris, c'est assez impressionnant. Enfin, ils deviennent... Alors, il y a des gens qui disent oui, et ils disent mais bien sûr, de toute façon, c'est le chiffre à la fin qui compte, mon pôle rapportant. Et puis, il y a ceux qui prennent toutes les règles, qui deviennent des experts, et qui, du coup, vont aller contester tout ce que disent la direction. Et là, ça devient difficile. En disant, ah oui, vous nous avez affecté telle dépense de laboratoire ? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Ça doit être ventilé selon telle clé de répartition sur une autre UG et ça ne nous appartient pas. Et là, vous êtes quand même là, vous êtes embêté. Donc, généralement, on invente d'autres règles qui vont mettre plusieurs années à découvrir. Et alors, on leur révélera, mais dans 2-3 ans, puis on aura inventé d'autres règles. Et quand on arrive là, c'est qu'on a fait un peu le tour de la question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est une activité qui rapporte? Est-ce que c'est ça rapporte pour qui? Ah, ça, c'est la vraie question. Moi, j'ai une logique peut-être tout à fait bizarre, mais a priori, une activité qui rapporte à l'hôpital, elle approprie la sécurité sociale. Oui. Est-ce que je voulais rebondir sur quoi ça? Non, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui rapporte à qui? Et C'est tout à fait ça, la cotation, c'est la avec cette logique-là, on peut imaginer que la sécurité sociale, ça peut être considérablement. Je ne peux pas répondre à la place du ministre. Ouais. Non, mais dites-moi. Attendez. Et oui, mais vous posez la seule vraie question. De ce que dit madame et de ce que dit madame derrière, en fait, il y a deux logiques. Il y a une logique de la sécurité sociale qui a fait absolument. que quand on est libéraux, on est coté à l'acte, il y a une nomenclature qui dit que l'acte premier est coté en plein, le deuxième de moitié, le troisième est gratuit. Parce que, en fait, la raison logique est que l'URSSAF n'est pas la même pour les libéraux que tout artisan et qu'une grande partie de l'URSSAF est payée par la sécurité sociale. Du coup, cette partie payée par la Sécu est compensée par la nomenclature qui a été faite comme telle. Donc effectivement, l'hôpital qui, lui, je ne sais pas du coup comment gérer son URSSAF, mais fait une cotation à l'acte. Donc lui, il a tout intérêt à dissocier les actes pour ne pas avoir des actes qui sont payés de moitié, voire pas payés. Et au final, la sécurité sociale, du coup, a un déficit. Donc la clinique, je pense, ou l'hôpital, va lui être bénéficiaire, mais au final, alors, la globalité... non, mais c'est la seule vraie question. Alors, je vous révèle, en fait, ça sert à rien, puisque c'est le même argent. Bon, on peut s'arrêter là, de toute manière, parce que je pense qu'on a donné on a répondu à la seule vraie question. En fait, c'est un peu triste, tout ce qui se passe, puisqu'on invente des règles pour nous motiver au quotidien, et on tire juste la couverture entre les dépenses de sécurité sociale et les recettes des hôpitaux. Et en fait, je pense que, alors je vous donne mon sentiment personnel, en fait, je pense qu'on est juste en train d'occuper les êtres humains avec des nouvelles règles, parce que comme il n'y a plus la religion, mine de rien, on ne sait pas quoi faire le week-end. Et c'est un peu ça, c'est que si vous voulez, la plupart des recettes, voire la quasi-totalité, viennent de la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, c'est connu. Et du coup, se développe une concurrence, mais là on parle d'une concurrence dans une enveloppe fermée, argent public. Donc si vous voulez, tout le monde s'en fout. Enfin, on développe des modèles agressifs. Et là, du coup, on rentre dans le vif du sujet de la tarification à l'activité. Je veux coter au mieux pour avoir de grosses recettes dans mon établissement. J'emploie des médecins d'information médicale avec des techniciens d'information médicale, sur coût, gardez ça en tête, qui vont venir contrôler les dossiers médicaux en disant « Ah, tu pourrais peut-être coter ça autrement, le type avait un diabète, génial !» Et donc, vous faites les dossiers qui sont... Mais c'est comme ce qu'on entend en ce moment, hein, c'est de l'optimisation fiscale quasiment. Donc, vous optimisez les dossiers médicaux, et quand vous êtes directeur, vous vous dites « Ah, le contrôle !» Parce que l'assurance maladie, elle a bien vu que les hostos étaient en train de se mettre en ordre de bataille pour avoir des grosses recettes, donc piquer des dépenses d'assurance maladie. Et du coup, eux-mêmes ont recruté des batteries de médecins qui viennent contrôler les dossiers médicaux une fois par an. Autre surcoût pour la société. Et là, plus subtil, vous vous dites peut-être que mon département d'information médicale, je pourrais les aider. Donc vous allez missionner un cabinet de conseil avec des gros bourrins spécialisés dans le codage.
qui sont... les marchés sont super bien faits. Hein, vous venez à l'hosto et puis vous avez 10% de ce que vous arrivez à trouver comme optimisation des recettes. Autre surcoût, je ne révèle rien, hein, autre surcoût, parce que vous avez un cabinet de conseil qui vient en plus essayer de gratter des trucs, mais vous grattez qui à l'assurance maladie quoi. Bon, encore une fois, c'est des enveloppes fermées d'argent public. Et l'assurance maladie, sachant ça, essaie de faire annuler l'existence de ces cabinets spécialisés, mais n'y arrive pas parce que ça reste une activité rentable, et demande à ces médecins spécialistes de contrôler les dossiers avec beaucoup plus de rigueur. Et en fait, vous créez une zone de surcontrôle en fait, qui est juste basée sur de la méfiance. Franchement, si on laissait ça de côté... on pourrait peut-être réinvestir tout l'argent qui est mis ailleurs. Mais après, c'est une réflexion, je sais pas, peut-être que c'est naïf de ma part. Mais toujours est-il que ça reste un transfert entre l'établissement, il ne faut pas que je le perde parce que je ne suis pas Mac, entre l'établissement de santé et la sécurité sociale. Donc, finalement, la diminution du coût de la Sécu, si on se base sur les dernières données de 2015, c'est basé essentiellement sur la diminution de la masse salariale des hôpitaux. Mais il ne faut pas le dire, ça. Et deuxième chose, les codes d'idées, vous dites, le DIN, ça va faire, et c'est ce qui se fait à la PHP dans des très grands et très beaux et magnifiques hôpitaux, le médecin digne du DIN disparaît. Et on met à la place des personnes qui viennent qui sont payées voilà, pas à l'acte, mais c'est à la mission, à la journée. Ça, au vol organisé. Mais voilà, et en fait, les médecins partent et on met à la place, on les fait partir d'une façon excessivement efficace, le management de ça. C'est merveilleux. Et à la place, on met des mercenaires. Oui, absolument. Mais à l'ancienne, hein, enfin, vraiment, c'est le Moyen-Âge. Descartes était mercenaire. Vous pouvez... En fait, après, on peut se dire ça devient une politique de l'hôpital. Parce que l'hôpital est là pour produire et plus pour soigner. Et il faut quand même chaque fois faire ce pas de côté, se dire c'est quoi on est là pour quoi. C'est pour ça que je parle du principe du service public. On est là pour quoi. On est plus là pour produire. Mais les principes de service public, en fait, ils ont un peu disparu. Maintenant, on fait des chartes de valeurs. Ça vous va pas, ça? Non. Mince, c'est dommage. Ouais, moi aussi. Non, mais voilà, pour conclure sur cette discussion, parce qu'on va la retrouver dans 2 minutes, c'est vrai que cette logique-là, elle... En fait, c'est une logique de performance qu'on peut tous comprendre. Et d'ailleurs, encore une fois, qu'on recherche par certains côtés. Mais in fine, on est en train, juste sur une enveloppe fermée de dépenses publiques, essayer de tirer la couverture, enfin, je veux dire, le déficit de la sécurité sociale. Est-ce que c'est vraiment le sujet au quotidien? Je ne sais pas. Alors, la vraie question, madame, c'est à qui profite le crime? La réponse est on ne sait pas. Mais parce qu'il y a plein de bons élèves, en fait, si vous voulez. Le directeur, un bon élève, il dit, bah voilà, j'ai un peu baissé la dette. Quelle dette? Bah la dette publique de la France. Alors, au niveau au-dessus, les gens se disent, ah bah super, on a baissé la dette. Mais à qui, en fait, on répond? C'est toujours la vraie question. Bah, on répond aux 3% de déficit public instaurés par les traités européens, qui eux-mêmes sont en train d'être remis en cause. Mais est-ce qu'on va accepter de desserrer Je ne suis pas certain. Donc on répond toujours à ça. Enfin, je veux dire, pourquoi l'équilibre économique est devenu la seule variable en fait de l'activité? Pas sûr que ça soit évident, surtout pour les établissements de santé. Les établissements de santé, encore une fois, ne sont pas comme les entreprises. Donc l'équilibre économique n'est pas forcément le seul juge du soin qui est apporté à la population. Mais vous savez, c'est le paradoxe classique. Il faut plus d'activité aux urgences parce que ça fait de l'activité. Mais s'il y en a moins, bah, c'est que ça va. Et si ça va, bah maintenant c'est que ça va pas. Dans ce cas-là, si la Télésa a tous ces inconvénients, est-ce que ça veut dire comment on peut financer l'hôpital? Comment on doit le financer? Mais c'est la vraie question. C'est toujours prédicé. Après, ça, c'est pas si vous pouvez vous rappeler. Dans
temps, parce qu'on en avait assez de la dotation globale. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde écrit la T2A. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est ça. Mais on peut corriger ces effets délétères. On les savait déjà, les effets. Bah, bien sûr. Sur le terrain, on voyait tous les effets pervers. Alors, on en a découvert d'autres. Il y en a plein qu'on voyait tout de suite. Bah oui, en plus, enfin, moi, je l'ai suivi que théoriquement, parce que j'étais encore étudiant, mais il y a énormément de rapports qui sont sortis sur la T2A avec tous les effets délétères. La question, c'est comment on les corrige. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu comment est construite la T2A. Enfin, je veux dire, c'est maîtrisé par 5 personnes. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Vous avez des coûts partout, des affectations. Il y a une agence qui est à Lyon, la TIH, qui est l'agence technique de l'information hospitalière, qui récupère toutes les données. C'est monstrueusement technocratique. Cette technocratie-là, est encore un coût supplémentaire. On a mis des experts pour calculer les coûts de production à l'hôpital, et c'est ces tarifs-là qui sont distribués dans les établissements, et on les module en fonction de la pression financière qu'on veut mettre. Vous baissez les tarifs pour avoir moins de recettes. C'est une manière tout à fait mécanique et unilatérale pour demander aux hôpitaux de faire des... C'est une logique économique de base. Sauf que cette logique-là, maintenant, je trouve qu'a priori, elle atteint quand même ses limites. La vraie question, c'est qui va prendre en compte ce discours-là et comment on va le corriger? Est-ce qu'on remet plus de missions d'intérêt général? Est-ce qu'on protège certains secteurs des établissements? C'est une vraie question. Les activités rentables, elles sont toutes connues. C'est des activités qui se rapprochent le plus de l'industrie. Chirurgie orthopédique. Mais en fait, c'est tout bête. Regardez ce que prend le privé. Vous connaissez beaucoup d'établissements pédiatriques privés? Bizarrement, c'est bête, mais dans une logique production pure et dure, chez les vrais méchants du lean, un enfant, pour lui faire un scanner, c'est la tannée, quoi. Personne âgée, ça prend du temps. Mais mine de rien, on parle que de temps et d'optimisation du temps. Donc le privé ne prend pas tout ça. Il prend les gens qui sont, bien sûr, je vais faire mon scanner, j'y vais tout seul, de toute façon, je suis complètement apte. Vous en faites 4 dans 1 heure plutôt que 1 ou 2, parce qu'on parle de scanner. Évidemment, c'est beaucoup plus rentable parce que vous touchez les recettes. Donc ce qui est rentable, regardez ce que prend le privé. Parce qu'il n'est pas fou, le privé, il fonctionne quasiment que comme ça. Bon, c'est un peu caricatural, mais parce que vous avez du privé à but non lucratif. Non, parce que c'est son modèle. Mais ce qu'on peut reprocher, c'est le public de la peur du privé. Comme le privé, c'est ça la T2A. C'est qu'on a mis les prix du privé pour financer l'activité publique. Alors que ça n'a rien à voir. Alors que ça n'a pas tout à voir. Mais le modèle qui se dégage, c'est le modèle semi-privé, semi-public. Mais il y a des établissements qui respectent les principes du service public, avec des urgences, l'accueil de la plupart des pathologies, et qui ont des principes de gestion plus souples. Mais dans certains pays, c'est ce modèle-là qui est en train d'être mis en avant, plutôt que ou l'établissement public avec tous les cas difficiles, ou la clinique avec la cataracte et la pose de hanche, voilà, qui est une activité rentable. Bon, est-ce que vous voulez faire une pause ou ça vous va? Ça va? Qui veut vraiment faire une pause n'en peut plus? Bon, allez, c'est bon.